Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse au miroir de courant. Alors, si vous vous souvenez, il y a quelque temps, j'avais réalisé une vidéo sur l'introduction à la microélectronique dans laquelle on avait entrevu très rapidement quels étaient les différents éléments constitutifs d'un circuit intégré analogique. Parmi ces éléments, il y en avait un en particulier qui correspondait à ceci. Et ceci, c'est ce qu'on appelle un miroir de courant. Alors des miroirs de courant, si on regarde la structure ici, on en trouve un certain nombre. Je ne vais pas les détailler. Certains ont des particularités. Alors on va retrouver un autre ici par exemple. On en retrouve un petit peu différent à cet endroit-là, etc. Donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont trois miroirs de courant. Donc le miroir dit équilibré, le miroir courant multiple et le miroir de Wilson. Alors, on commence tout de suite par l'étude du miroir de courant dit équilibré. Alors, il faut bien voir que tout ça, c'est assez symbolique. Dans l'idée, à cet endroit-là, on trouve généralement ce qui correspond à une source de courant que j'ai notée I-in. Et on va s'intéresser à la valeur de I-out en fonction de I-in. Donc, pour pouvoir faire ça, eh bien, il faut en revenir aux équations de base des transistors bipolaires, que sont ici Q1 et Q2. Pour chacun de ces transistors, on dispose ici d'une différence de potentiel VBE, dont vous pouvez remarquer qu'elle est commune, cette différence de potentiel VBE. Chacun de ces transistors possède des courants de base en entrée, ici des courants de base différents. Le courant I-out correspond ici finalement au courant de collecteur IC2 du transistor Q2. Le courant I-in est la composition des courants IB1 plus IB2 que je retrouve ici avec la loi des nœuds. Et ici, je retrouve le courant IC1 du transistor bipolaire Q1. Alors, on va considérer dans cette approche que les transistors sont équilibrés. Il y a un matching parfait entre les paramètres des deux transistors, ce qui signifie qu'on va retrouver des paramètres identiques pour ces différents transistors. Donc un bêta identique, des courants inverses de saturation IS qui vont être identiques, etc. Alors on peut maintenant poser les premières équations du calcul. Et dans ces premières équations, eh bien, on va venir écrire ce qui correspond donc aux différents courants collecteurs. Ces différents courants collecteurs, IC1 et IC2, dans leur version la plus simple, eh bien, je vais l'écrire sous la forme IS exponentielle, donc VBE sur VT. Alors on sait qu'on peut mettre un paramètre A fois VT pour tenir compte du transistor, des différents éléments constitutifs du transistor. Comme ça va simplifier ici et que je considère que les deux transistors sont identiques, eh bien je m'en passe. Donc voilà pour IC1 et je trouve finalement la même expression pour IC2. A noter que IC2 est également égal à IOUT. Donc par conséquent, ces deux équations-là me permettent d'obtenir très simplement un IOUT égal à IC1, égal IC2. Bien, c'est cette équation qu'on va utiliser par la suite. Alors maintenant, on cherche le lien entre IOUT et IIN. Donc le courant de sortie en fonction du courant d'entrée. IIN, je peux très facilement l'exprimer à partir de la loi des nœuds sur ce nœud ici. Donc la loi des nœuds me permet d'obtenir que IIN est égal à IC1 plus IB1 plus IB2. Bien, partant de là, je sais que IC1, c'est, on l'a vu ici, IOUT.
Ensuite, IB1. IB1, c'est du IC1 sur bêta, c'est-à-dire IOUT sur bêta. Et enfin, IB2, c'est du IC2 sur bêta, et comme IC2 égale IOUT, c'est à nouveau du IOUT sur bêta. Je vous rappelle que IC est égal à bêta fois IB, hein, d'une façon générale pour un transistor bipolaire. Bien, bon, on a pratiquement obtenu notre équation IOUT en fonction de IIN, hein, le courant de sortie en fonction du courant d'entrée. Pour ça, on va faire une petite mise en facteur et surtout, on va mettre en évidence une chose, c'est le fait que ici, on a du IOUT, donc facteur de 1 plus 1 sur bêta plus 1 sur bêta, c'est-à-dire 2 sur bêta. Et donc finalement, le courant IOUT va s'exprimer en fonction du courant d'entrée divisé par 1 plus 2 sur bêta. Bien, ça constitue un résultat intéressant, hein, qui donne l'expression du courant de sortie en fonction du courant d'entrée. A noter que dans un circuit intégré, le bêta est très élevé, au moins 500, hein, très souvent autour de 1000. Et par conséquent, à partir de ce point-là, eh bien, je peux dire que si bêta est très grand devant 1, eh bien, par conséquent, je vais avoir IOUT qui sera pratiquement égal à IIN. Donc voilà pourquoi on parle de miroir de courant équilibré. Eh bien, tout simplement parce que à la sortie, j'obtiens un courant qui est identique au courant d'entrée. Alors on en parlera par la suite, hein. Tout ça, ça dépend effectivement d'approximations qui ne prennent pas en compte par exemple la résistance de sortie des transistors. Mais j'en reparlerai à la fin de la vidéo. Voilà, ça c'est donc le résultat très classique, hein, de ce type de figure. Alors il n'empêche que ce 2 sur bêta qui apparaît ici peut être gênant. Et donc il existe des structures qui vont permettre d'améliorer ce paramètre. Alors avant de voir cette structure qui permet d'améliorer, on va s'intéresser à une variante. Et une variante de ce circuit, c'est de travailler avec des transistors qui diffèrent uniquement par la surface d'émetteur. Et le fait de faire différer les transistors par leur surface d'émetteur, cela va permettre en fait une approche avec cette fois-ci un courant IOUT qui va être un multiple du courant IIN. Alors je vous propose très rapidement de faire ce calcul. Alors pour faire ce calcul, on écrit à nouveau les différentes équations. Au niveau du VBE, on retrouve effectivement un VBE identique. Au niveau des courants, je vais retrouver ici IB2, ici IB1, ici IB1 plus IB2, et ici, finalement, en tenant compte du fait que j'ai IC1 à cet endroit-là, je retrouve à nouveau IC1 plus IB1 plus IB2. Bien, ça c'est pour ce qui correspond à la loi des nœuds. Maintenant, on écrit à nouveau les équations niveau collecteur. Je ferai une petite parenthèse d'ailleurs en écrivant ça. Donc, IC1, c'est donc IS exponentielle VBE sur VT. À noter ici que j'ai négligé le 1 qui apparaît normalement dans l'équation, tout simplement parce que mes transistors sont polarisés, et dès lors que les transistors sont polarisés, on a un VBE qui est très grand devant VT, et on peut négliger le 1 qui apparaît ici dans l'équation habituelle. C'est la raison pour laquelle moi je ne l'ai pas écrit ici. Ensuite, IC2. Alors IC2, cette fois-ci, a une particularité, c'est qu'on a multiplié la surface d'émetteur par rapport à IC1, et à partir du moment où la fabrication est identique pour les deux transistors, mais qu'on multiplie uniquement donc la surface d'émetteur donc de Q2, on obtient un courant inverse de saturation qui est multiplié par le rapport des surfaces. Donc j'aurai du A fois IS
exponentielle VBE sur VT. Et je rappelle que ça, c'est également égal à I out. Bien, par conséquent, on obtient un IC2, si on fait la synthèse de ça, qui va être égal à A fois IC1 et qui sera également égal à I out. Bien, alors pour la suite, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une expression de IC1 en fonction de I out, ce qui donne donc IC1 égale I out divisé par A. Bien, alors maintenant, on peut poursuivre le calcul et déterminer I out en fonction de I in. C'est un calcul tout à fait analogue à ce qu'on a fait précédemment. Donc je reprends I in, dont on a vu par la loi des nœuds que c'était égal à IC1 plus IB1 plus IB2. Bien, IC1, on a vu à l'instant que c'était I out divisé par A. Ensuite, IB1. IB1, c'est la relation classique du transistor pour laquelle on peut faire intervenir bêta et montrer que c'est du IC1 divisé par bêta. Et IC1, pardon, c'est I out sur A. Donc ce qui va me donner du I out sur A qu'on divise par bêta. IB2, c'est le courant dans le transistor Q2 et c'est du IC2, c'est-à-dire I out divisé par bêta. Bien, alors je vous propose, à partir de cette équation-là, de multiplier par A de chaque côté de l'équation, et j'obtiens du A fois I in égale à I out plus I out sur bêta plus A sur bêta I out. Bien, il s'agit maintenant d'exprimer I out en fonction de I in. Donc pour ça, on va poursuivre en factorisant. Non, je ne vais pas factoriser par là parce que je vais avoir besoin de la place tout à l'heure sur cette zone-là. Donc AI in égale donc I out facteur donc de 1 plus 1 plus A, le tout sur bêta. Et par conséquent, j'en déduis un I out égale à A fois I in que divise 1 plus A sur bêta. Donc ça, c'est le résultat essentiel de ce calcul. Et à noter, comme tout à l'heure, que si on peut considérer que bêta est grand devant 1, alors ici même grand devant 1 plus A, alors c'est généralement le cas à nouveau parce que ce coefficient A entre les différentes surfaces d'émetteurs n'est jamais un coefficient très important. Ça peut atteindre une quinzaine, de façon à avoir des rapports de courant de l'ordre de 15 entre I in et I out, mais rarement au-delà. Et comme bêta, à nouveau, est très grand, de l'ordre de 1000 à l'intérieur d'un circuit intégré analogique, eh bien, je vais donc pouvoir me retrouver comme ceci, à avoir un I out égal à A fois I in, le courant d'entrée de mon miroir de courant. Donc ça me permet comme ceci de multiplier le courant. Alors ce qui est intéressant dans tout ça, c'est une des variantes possibles que l'on voit apparaître dans les circuits intégrés. C'est donc ici une première source, un premier transistor dans lequel on vient appliquer le courant I in, qui permet donc de générer ce courant d'entrée I in. Et à partir de là, je peux obtenir différentes sorties avec différentes valeurs de courant qui peuvent être des multiples. Alors là, plutôt que de représenter une structure avec
un transistor ayant une surface d'émetteur à fois plus grande que le transistor Q1, j'ai mis en place deux transistors en parallèle, ce qui correspond finalement à doubler la surface d'émetteur. Et en doublant la surface d'émetteur, j'obtiens donc un courant Iout1 qui va être égal à 2 fois Iin. Mais je pourrais également avoir ici un courant Iout2 avec un simple transistor identique à Q1, de façon à avoir Iout2 égale Iin. Et etc. comme ceci, en mettant plusieurs structures en parallèle, je vais pouvoir disposer de différentes valeurs de courant à partir d'un miroir de courant unique et d'une structure ici de référence avec un courant d'entrée Iin sur Q1. Donc voilà comment on peut, à l'intérieur d'un circuit intégré, c'est souvent quelque chose que l'on observe, obtenir différentes valeurs de courant pour pouvoir polariser les différents étages du circuit. Et en multipliant la surface d'émetteur, je vais pouvoir polariser les étages terminaux avec des courants plus importants par exemple. Alors on poursuit quand ça voudra bien passer à la diapo suivante. Que voilà. Donc sur cette nouvelle structure que l'on appelle miroir de Wilson, on va améliorer donc la problématique du coefficient 1 plus 2 bêta qui apparaissait au dénominateur de la structure initiale, de la première structure sur le miroir équilibré. On ajoute donc pour ceci un transistor ici, supplémentaire, et on va voir que ce transistor supplémentaire nous permet effectivement d'améliorer le résultat final. Et pour ça, on va à nouveau effectuer le calcul comme on l'a vu précédemment. Alors pour résoudre ça, on va commencer par écrire ce qu'on connaît. Alors ce qu'on connaît, donc les courants ici, ce courant-là, c'est ce qui correspond au courant de Q3 que je vais noter IE3. Ici, j'ai le courant IC1. Bien. Alors pour l'instant, j'en écris pas davantage. Ici, vous devez reconnaître une structure. C'est la structure que l'on a étudiée au tout début de cette vidéo. Et au début de cette vidéo, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a vu que IC1, ça correspondait à un courant de sortie, Iout, dans une structure de miroir équilibré, qui s'exprimait en fonction de IE3. Et on avait écrit à ce moment-là que le courant de sortie de ce miroir équilibré, qui correspond ici à IC1 dans le cas de ma structure, était égal au courant d'entrée que l'on avait noté Iin à cette époque-là, mais qui correspond à IE3 ici, que divise 1 plus 2 sur bêta. Donc voilà ce qu'on avait obtenu tout à l'heure. Alors évidemment, c'est ce qu'on va réutiliser ici, mais maintenant, il va falloir exprimer les différents éléments Iout et Iin. Si on s'intéresse à Iin dans un premier temps, vous savez que le courant Iin, on peut l'obtenir à partir de la loi des nœuds en faisant intervenir le courant IB3 plus IC1. Donc ça, c'est la loi des nœuds et ça correspond donc à IC1, pardon, Iin, excusez-moi, Iin qui est donc égal à IC1 plus IB3. Alors, je vais y aller progressivement pour ne pas vous perdre. IC1, on vient de le voir, c'est IE3 divisé par 1 plus 2 bêta. Euh, 2 sur bêta, pardon. Ensuite, IB3, ça correspond à du Iout divisé par bêta. Bien. Alors, IE3, ça s'exprime très facilement en fonction de Iout, évidemment. IE3, c'est du Iout que multiplie 1 plus bêta divisé par bêta.
Ça, c'est l'expression usuelle qui lie le courant IE au courant IC dans un transistor. Et tout ça, bien sûr, on le remultiplie par 1 sur 1 plus 2 sur bêta, plus le Iout sur bêta. Bien, ça conduit donc à un Iin qui va donc être égal. Alors, je vais distribuer le bêta qui se trouve ici. Donc, Iout que multiplie 1 plus bêta sur 2 plus bêta après avoir distribué le bêta. Plus Iout sur bêta. Et évidemment, on voit qu'on peut mettre le Iout en facteur. Bien, alors là, petite astuce. Moi, ce que je souhaite, parce que j'en ai l'intuition, et d'ailleurs cette intuition, elle est facilement confirmée, hein. Si bêta est très grand devant 1, eh bien on retrouve ici bêta sur bêta, c'est-à-dire 1, plus 1 sur bêta, quelque chose qui tend vers 0, donc 1. Donc globalement, on trouve du Iin égale Iout, dès lors qu'on considère que bêta est très grand devant 1. Mais nous, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de voir quelle est l'amélioration par rapport au premier circuit. Donc, puisque j'ai cette intuition-là, je vais faire apparaître le 1. Et pour ça, petite remarque, à cet endroit-là, je vais être tenté de faire apparaître un 2. Ça veut dire que je vais devoir retrancher 1 sur 2 plus bêta. Donc, j'écris que j'ai du 2 plus bêta sur 2 plus bêta. Et évidemment, je retire 1 sur 2 plus bêta pour retomber sur mes pieds et j'ajoute le 1 sur bêta qui était déjà présent. Ce qui fait que finalement j'obtiens Iin égale Iout que multiplie 1 plus donc le 1 sur bêta qu'on a déjà moins 1 sur 2 plus bêta. Ce terme-là, ce regroupement, on va le mettre au même dénominateur. Donc Iin égale Iout que multiplie 1 plus 2 plus bêta moins bêta sur bêta fois 2 plus bêta quand j'effectue la mise au même dénominateur. Et je termine en exprimant Iout en fonction de Iin. Et donc en divisant par... Alors les bêtas se simplifient. Donc 1 plus 2 sur bêta fois 2 plus bêta. Bien, donc on retrouve effectivement quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait tout à l'heure. Vous voyez, le résultat de tout à l'heure, il est ici. Donc un résultat qui diffère simplement par le fait que maintenant, au dénominateur ici, on a du bêta au carré. Donc ça veut dire que l'impact de bêta, cette fois-ci, sera, enfin l'impact en termes d'égalité des deux courants va être limité par le fait qu'on a du bêta carré maintenant, bêta étant grand, on a dit tout à l'heure de l'ordre de 1000. Ici, j'obtenais donc du 2 10 puissance moins 3. Et là maintenant, avec un bêta de l'ordre de 1000 et du bêta carré au dénominateur, c'est donc du 2 10 puissance moins 6 que je vais obtenir ici. Donc un écart par rapport au 1 qui se trouve là, d'autant plus faible. Donc on a réalisé une égalité plus stricte entre les courants avec cette structure parce qu'on a fait apparaître du bêta carré au dénominateur. Alors on peut encore améliorer le dispositif avec cette fois-ci l'ajout d'un transistor supplémentaire et on pourra comme ça passer en bêta cube au dénominateur. Bon, évidemment, ça a ses limites parce que ça a d'autres implications par la suite. Bien, enfin, une petite remarque. Dans tout ça, on a négligé un paramètre essentiel qui est le paramètre correspondant à l'effet Hurley. Cet effet Hurley, je vous rappelle qu'il représente finalement ce qui correspond à la résistance de sortie au niveau d'un transistor. Et cet effet Hurley nous conduisait à avoir un réseau de caractéristiques qui se prolongeait vers une tension VA qu'on appelle la tension d'Hurley.
Et cette tension d'Early, elle intervient lorsque l'on écrit l'expression de IC ici. Alors la conséquence, c'est que par rapport à tout ce qu'on a écrit nous, eh bien, on était parti avec du IC égale IS exponentielle VBE sur VT. La prise en compte de l'effet Early imposerait d'ajouter un facteur 1 plus VCE sur VA ou VA et la tension Early. Et ça, évidemment, ça a un impact important sur les résultats. Alors, ce que je vous propose dans une prochaine vidéo, c'est de voir quel est l'impact donc de cette tension d'Early ou de la résistance de sortie du transistor, hein, ce qui représente la même chose, à partir de simulations, parce que les calculs sont un peu plus complexes et on n'a pas forcément plaisir toujours à faire des calculs. Par contre, la simulation va nous permettre de montrer clairement quel est le phénomène que cela induit au niveau de l'égalité des courants. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, puis bien sûr, à bientôt pour d'autres vidéos.